Alors, on retrouve Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va voir quels enseignements tirer en cette fin d'année 2017 suite à ces réformes fiscales qui ont été nombreuses. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu autant d'activisme fiscal en France? Ça fait depuis la dernière élection présidentielle, je dirais que depuis 2012, on n'avait pas eu autant de sujets qui pouvaient préoccuper nos clients épargnants patrimoniaux. Et donc oui, je pense qu'on a rarement eu autant d'actualités. On les rappelle, flat tax, réforme de l'ISF qui est devenue Ouais. l'IFI, fin des exonérations de certains placements comme le PEL. Voilà. Ça fait, puis- en effet se poser des questions nouvelles parce qu'au Ouais. vu de cette nouvelle donne, il faut Ouais. arbitrer. Tout à fait. Et là, en fait, on est à un stade où on peut commencer à un peu tirer les conclusions. Les discussions au Parlement sont presque finies. On sait à peu près quels sont les amendements qui vont être conservés, ceux qui risquent d'être retoqués ou disparaître. Aujourd'hui, on a la possibilité de commencer à envisager sur 2018 les placements gagnants et les placements perdants suite à ces réformes-là. Mais il n'y a pas que ces éléments-là, il y a aussi des éléments conjonctuels. On est toujours dans un contexte de taux très bas. Les taux ne vont pas augmenter brutalement, on en a à peu près la certitude. Le contexte économique en Europe est extrêmement favorable. Donc on a également ces éléments-là qui, lorsqu'on mélange tout ça, les réformes fiscales plus la conjoncture, nous permettent de dessiner un petit peu ce sur quoi on a intérêt à investir en 2018 et ce qu'on peut commencer à abandonner. D'accord. Alors, les principaux arbitrages, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite d'ici la fin de l'année, par exemple? Bon, il y a peu de choses qu'on peut faire, ou en tout cas, il reste peu de temps. Il y avait éventuellement à se positionner sur les dernières solutions de défiscalisation, réduction ISF, IFI, avec les placements qu'on connaît bien, les FIP ou les FCPI. C'est la dernière année pour en profiter. L'année prochaine, ce sera fini. Les seules solutions pour réduire l'ISF, autrement que de faire un arbitrage entre immobilier et placement financier, ce sera de faire un don à des organismes. Ouais, ça peut arriver, hein. La générosité doit malgré tout perdurer. Alors, on a une question justement sur les FIP de Guy. Que pensez-vous des FIP et FICP pour réduire son IRPP? Que conseillez-vous? Aujourd'hui, on peut toujours en profiter. Ça reste, il faut être très très prudent. Nous, l'approche qu'on a sur ce type de produit, c'est de rechercher les produits qui sont assis sur des entreprises qui ont un modèle économique déjà avéré, qui dégagent du cash. Donc on aime bien pour ce genre de produit regarder ou sélectionner les FIP FCPI qui ont un modèle obligataire, c'est-à-dire qui sont sur un moteur de performance obligataire. Donc généralement, c'est l'approche qu'on a et c'est la sélection qu'on a faite sur notre site internet. Alors, on va descendre avec vous à un tableau que vous nous avez apporté qui Ouais. liste les différentes classes d'actifs et on va voir justement qui sont Ouais. les gagnants, qui sont les perdants. Alors, sur ce tableau, on commence par les fonds euros. Les fonds euros, là-dessus, on ne change pas tellement nos discours depuis quelques années. Les gens qui nous suivent savent qu'on a été parmi les premiers à identifier qu'il y avait un nouveau type de fonds euros sur le marché. Il y a à peu près deux types de fonds euros, deux fonds euros immobiliers. L'intérêt aujourd'hui d'aller sur les fonds euros immobiliers, c'est donc qu'on conserve sa garantie en capital. Mais par contre, il y a un nouvel intérêt qui n'existait pas d'une certaine manière l'année dernière, puisqu'en fait, tous les placements immobiliers vont être concernés par l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsqu'on sera investi sur la partie capital garantie sur les fonds euros de type immobilier, on aura la possibilité, c'est une des seules possibilités d'être exonéré d'impôt sur la fortune immobilière tout en étant sur l'immobilier. Donc ça, voilà, l'idée c'est ça l'astuce en fait. C'est la petite astuce. Maintenant, au-delà de ça, on s'attend toujours sur les fonds euros immobiliers à avoir une performance supérieure aux fonds euros classiques. On annonce là pour fin 2017 des rendements sur les fonds euros classiques autour de 1,5%, voire moins sur les fonds euros distribués par les banques. Ça continue à baisser. Ah. Les unités de compte. Sur les unités de compte, nous aujourd'hui, notre recommandation, c'est d'aller sur les produits structurés, les produits à formule de type action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont plutôt, se portent bien, les marchés financiers se portent bien. On a un écart de valorisation entre l'Europe et les États-Unis qui se réduit, mais en même temps, aujourd'hui, notamment sur les produits structurés que nous recommandons, souvent sur des actions européennes, on a la possibilité encore là d'avoir une protection capital à moins 30, moins 40%, tout en conservant des espérances de gains entre 6 et 8% selon les produits. Et aujourd'hui, on recommande plutôt d'aller sur ce type de produit, de prendre ce type de risque-là, le risque action, plutôt que d'aller sur le risque obligataire qu'on va évoquer, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre un risque
important pour obtenir le même niveau de rendement qu'on avait encore ces dernières années. C'est très clair. Alors à propos d'obligations, fonds dette Oui. hybride est un gagnant pour On vous. en a parlé, oui, tout à fait. On en a parlé il y a à peu près un mois dans cette émission. Aujourd'hui, si vraiment on est motivé par aller conserver la classe d'actifs obligataires, on recommande d'aller à ce moment-là sur des fonds dites de dette hybride ou pour les spécialistes d'obligations perpétuelles. C'est un peu la seule manière aujourd'hui de conserver du rendement autour de 5%. C'est l'objectif de ce type de fonds. Et on renvoie en effet à cette émission, l'émission l'année du dernière mois avec dernier. Spécialiste de la question Exact. qui était chez Primonial. Hein. Exactement. Et en fait, chez Altaroca, la société de gestion de Primonial. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire, on peut conserver un risque, somme toute, maîtrisé, tout en ayant un objectif de rendement autour de 5%, qui est le niveau auquel les gens s'attendaient à avoir ces dernières années. L'assurance vie. Voilà, le grand public s'attendait à rechercher et à retrouver des placements qui, en termes de support obligataire, pouvaient générer du 5%. Mais aujourd'hui, pour obtenir ce 5% sur les obligations classiques, il faut prendre beaucoup plus de risques. Voilà. Sans aller pour autant sur le Bitcoin, hein, on en a parlé tout à l'heure. L'immobilier. Sur l'immobilier, aujourd'hui, le grand sujet, c'est en fait le fait que l'immobilier sera complètement dans l'assiette ISF. Donc les seules solutions éventuellement qui permettent, on les a évoquées, d'échapper à l'IFI tout en étant sur l'immobilier, c'est les fonds euro immobiliers. Maintenant, les SCPI restent des solutions qui drainent énormément de collecte. Il y a un très grand succès. Et pour autant, en termes de rendement, on s'attend, même s'il y a effectivement une petite baisse des rendements en 2017 qui est attendue, l'année dernière on était autour de 4,6%, là on s'attend à des rendements autour de 4,4-4,5%. Malgré tout, on est sur des rendements très attractifs. Et je propose de renvoyer à notre site internet pour consulter l'ensemble des offres qui aujourd'hui sont attractives. Alors on prend les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Une question d'Olivier. Sera-t-il possible d'utiliser des déductions fiscales sur la flat tax ? A priori, non. Il y a pas de... C'est le principe de la flat tax. Hein. C'est le même taux pour tout le monde et ça évite justement... Non, après, on pourra toujours... Enfin, certaines niches fiscales vont perdurer. Notamment, on a évoqué tout à l'heure la réduction hier sur certains produits. Mais en fait, on est hors cadre flat tax. Donc, il n'y a pas aujourd'hui encore, on n'a pas été suffisamment ingénieux pour encore trouver des niches fiscales au niveau de la flat tax. Mais on ne désespère pas. Mais je précise par contre que dans certains cas, sur la plupart des placements, lorsqu'on a une tranche marginale d'imposition qui est inférieure à 30%, on peut choisir d'être soumis à l'impôt sur le revenu et non pas d'être au niveau de la flat tax. Donc ça, c'est une manière d'y échapper. Autre question, conseillez-vous de souscrire à de nouveaux contrats d'assurance vie avant la fin de l'année ? Il n'y a pas de raison en réalité, hein, même si certains des promoteurs jouent ce jeu-là, nous on ne joue pas du tout ce jeu-là, il n'y a pas de raison absolument de se précipiter. Non, il n'y a aucune incitation à ouvrir un contrat d'assurance vie avant la fin de l'année. Maintenant, en fait, ce que les gens ont peut-être en tête, je comprends, c'est qu'en fait les gens se disent la réforme intervient à partir du 31 décembre, du 1er janvier, mais en fait le gouvernement avait pris la disposition, ils ont annoncé la date importante, c'était le 27 septembre, le jour où le gouvernement a annoncé le projet de loi. Donc depuis, on est déjà basculé dans le nouveau monde. On revient rapidement au tableau. Hein. On va le faire rapidement parce que je vous incite à revenir sur le site de bienprévoir.fr pour regarder le détail. Immobilier patrimonial, tontine, plan épargne logement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Sur la tontine, en fait, la tontine qui était un placement qui plaisait bien aux gens qui étaient soumis à l'ancien ISF, en fait, il perd son avantage compétitif par rapport à l'exonération d'ISF, puisque l'ensemble des placements financiers maintenant bénéficient de cette exonération-là. Et après, l'inconvénient de la tontine aujourd'hui, c'est qu'il faut rester bloqué entre 10 et 20 ans. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que nous, on met de côté. Sur le plan épargne logement, les nouveaux plans épargne logement, à partir du 1er janvier, vont être non seulement fiscalisés, donc rendement 1%, fiscalité, donc flat tax, et en plus, il n'y aura plus de prime d'État. Donc aujourd'hui, le nouveau PEL est plutôt à laisser de côté. Éventuellement, ceux qui ont des anciens PEL de plus de 12 ans vont pouvoir bénéficier de la flat tax à 30%. C'est éventuellement les seuls gagnants de l'opération. Et on finit avec FIP, FCPI, on en a dit on un a mot, parlé. Et PERP, Madelin. Sur le PERP et le Madelin, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, il y aura, parmi la réforme, il a été voté le fait que ça devrait passer, parce que le gouvernement a, entre guillemets, validé l'amendement, le fait qu'on pourra sortir en capital d'un Madelin, comme sur un PERP, jusqu'à maximum 20%, ce qui n'était pas le cas, ce qui, d'une certaine manière, désavantageait les gens, donc les indépendants qui étaient soumis, qui avaient la possibilité d'investir en Madelin, par rapport aux autres investisseurs qui étataient sur le PERP, qui concernaient les salariés ou les fonctionnaires. Voilà. Bon, vous le voyez, hein, beaucoup d'arbitrage à avoir en tête, en tout cas entre les gagnants et les perdants, suite à ces modifications, et non des moindres, fiscales de cette année 2017,
Retour sur le site bienprevoir.fr pour plus de détails. Merci Vincent. Avec plaisir. Restez avec nous, on va parler du secteur des loisirs et du tourisme maintenant.